Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, le chef de l'État a promulgué ce jeudi 7 juin une nouvelle constitution et a annoncé qu'il ne briguera pas un nouveau mandat lors de la présidentielle de 2020. Il assure son soutien au candidat qui sera élu lors du prochain scrutin présidentiel. En Éthiopie, ouverture du capital de plusieurs grandes entreprises publiques au profit du secteur privé. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce mardi 5 juin 2018. Objectif, booster l'économie du pays. Et puis la Côte d'Ivoire et le Mali se sont neutralisés 2 buts partout à Abidjan. Ce mercredi 6 juin 2018, les deux pays devront se départager le 10 juin 2018 à Bamako pour l'obtention de la qualification. Pierre Nkurunziza, le président burundais, a promulgué ce jeudi 7 juin 2018 la nouvelle constitution du pays, adoptée par référendum le 17 mai dernier. À l'occasion de cette proclamation, le chef de l'État a annoncé que son mandat prendra fin en 2020. Des précisions dans ce sujet de Corinne Kamseux et Neilé Claude Bessa. Président burundais Pierre Nkurunziza a pris à contre-pied ses détracteurs ce 7 juin. Il ne briguera pas un nouveau mandat lors de la présidentielle de 2020, une annonce faite dans le discours de promulgation de la nouvelle constitution adoptée à l'issue du référendum du 17 mai 2018. Une nouvelle constitution qui lui permettait pourtant de briguer un nouveau mandat. Il assure désormais son soutien au candidat qui sera élu lors du scrutin présidentiel. Suivant mon discours à la nation en 2015, quand j'ai été réélu, suivant la constitution du Burundi de 2005 sur laquelle j'ai prêté serment, suivant celle que nous venons de promulguer, j'annonce solennellement au monde que mon mandat prendra fin en 2020. La nouvelle constitution n'a pas été mise en place pour Pierre Nkurunziza. Je respecterai la parole que j'ai donnée lors de mon investiture en 2015. Je m'engage à soutenir celui qui sera élu comme nouveau président de la République en 2020. Les derniers mois au Burundi ont été marqués par de vives contestations, notamment au projet de révision constitutionnelle. Les opposants dénonçaient une manœuvre pour garantir la longévité au pouvoir du président Pierre Nkurunziza, une constitution qui, selon l'opposition, enterre l'accord de paix d'Arusha signé en 2000 et favorable au partage du pouvoir politique et ethnique. C'est une vaste blague parce que si telle était la volonté de Pierre Nkurunziza, pourquoi aurait-il forcé un référendum? Pourquoi aurait-il mis en place 2 constitutions qui cohabitent? Pourquoi il n'a pas attendu les négociations d'Arusha pour que les Burundais puissent décider ensemble la suite? Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un homme qui a violé déjà la Constitution en 2015 en s'arrogeant un 3e mandat, à un homme qui préfère avoir 5% de la population burundaise en exil? Comment est-ce qu'on peut croire une seule seconde à la parole d'un tel homme? En 2015, le président Pierre Nkurunziza avait brigué un 3e mandat, enfreignant ainsi l'article 96 de l'ancienne Constitution. Après d'intenses protestations, la Commission électorale nationale indépendante proclamait ce dernier vainqueur avec 69,41% des suffrages. Depuis lors, une frange de l'opposition qui se recrute essentiellement au sein de la diaspora n'a de cesse de contester toutes les initiatives du président Pierre Nkurunziza. En Tunisie, le chef du gouvernement a nommé un nouveau ministre de l'Intérieur par intérim suite au limogeage de Lofti Brahim. Il s'agit de Ghazi Jerebi, ancien ministre de la Défense. Il occupe ce poste jusqu'à la nomination du prochain ministre de l'Intérieur, Aïssatou Diamanka-Vesland. En Tunisie, Ghazi Jerebi a été nommé ministre de l'Intérieur par intérim par le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, le mercredi 6 juin 2018 à Tunis. Cette nomination intervient suite au limogeage de Lofti Brahim, qui était à ce poste stratégique. Ce dernier, alors ministre de l'Intérieur, devait interpeller Najib Garsali, son prédécesseur, et le remettre aux autorités judiciaires. Il est en effet suspecté de connivence dans une affaire de contrebande et de corruption en cours. Sa non-réactivité dans cette mission semble être la cause de son limogeage, même si rien n'a été clairement confirmé à la tête du gouvernement. Le naufrage d'un bateau de migrants au large des îles Kerkana, soldé par 71 disparus, est un autre point soulevé. On sait que
suite au drame qui s'est passé au large des îles de Kerkena récemment et qui a fait de nombreux morts. Le Premier ministre, en accord avec le président, a décidé de mettre un terme au mandat du ministre de l'Intérieur. Mais quand on connaît les relations qu'entretenait le ministre de l'Intérieur avec Lotfi Ibrahim, qui est le Premier ministre, on sait que depuis quelques semaines, voire quelques mois, il y a une certaine froideur entre les deux hommes. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Gazi Djerebi, fraîchement nommé, fut ancien ministre de la Défense de janvier 2014 jusqu'en février 2015 sous le gouvernement de Mehdi Dioma, puis nommé ministre de la Justice. Décrit comme rigoureux, il a su mener à bien plusieurs opérations antiterroristes. Les cartes qu'il détient aujourd'hui sont celles qu'on veut bien lui remettre entre les mains. Et on sait très bien qu'une mission de remplacement et d'intérim dans ce cadre-là est télécommandée ou commandée depuis le palais présidentiel ou depuis la résidence du Premier ministre. On sait que pendant les semaines qui viennent, il ne va rien se passer, en tout cas en termes de décisions stratégiques au niveau du ministère de l'Intérieur. Gazi Djerebi sera ainsi en poste jusqu'à la nomination du prochain ministre de l'Intérieur. Croissance de l'économie ougandaise. Le pays a affiché une croissance de 5,8% au cours de l'année fiscale 2017-2018 et la tendance est à la hausse pour les prochaines années fiscales selon le chef de l'État, Yoweri Museveni. Les 4 secteurs qui ont le plus contribué à ces résultats sont l'industrie, les services, les technologies de l'information et des communications ainsi que la construction. En Éthiopie, le gouvernement a décidé d'ouvrir le capital de grandes entreprises publiques au secteur privé. On note surtout que cette démarche concerne la compagnie aérienne Ethiopian Airlines ou encore la société de télécom Ethio Telecom, une mesure qui devrait booster l'économie éthiopienne. Marcel Farba-Maroun. Le gouvernement a annoncé mardi 5 juin 2018 l'ouverture du capital de plusieurs grandes entreprises publiques au profit du secteur privé. Parmi les sociétés concernées, les plus emblématiques sont la compagnie aérienne Ethiopian Airlines et la société de télécommunications Ethio Telecom. Une décision qui marque comme une rupture totale avec la politique économique des précédentes autorités et qui intervient quelque temps après l'annonce de la fin du différend frontalier avec l'Érythrée. Il me semble que l'accession au pouvoir du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a changé les choses. Lui, apparemment, il a une autre vision des choses avec une autre politique à la fois commerciale, économique, mais aussi les relations avec la sous-région. Toutefois, l'État garde la majorité de contrôle, tandis que le reste sera mis sur le marché pour les investisseurs domestiques ou étrangers. Une mesure qui devrait booster l'économie éthiopienne. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 8,5% en 2018 dans ce pays, en baisse par rapport aux 10,9% de croissance enregistrée en 2017. Toujours selon le Fonds monétaire international, l'économie éthiopienne a fait preuve d'une grande résistance en 2016-2017 dans un contexte de faiblesse persistante des prix mondiaux des principaux produits d'exportation et de réapparition de situations de sécheresse dans plusieurs parties du pays. L'expérience qui a été faite dans d'autres pays africains qui ont poussé les autres pays africains à faire la privatisation des entreprises publiques a montré que le public n'était pas efficient dans leur gestion quotidienne des affaires, mais le privé a fait des efforts. L'État a également précisé que les chemins de fer, des parcs industriels et des usines pourraient être complètement privatisés. Une résultante de récentes recommandations du Fonds monétaire international qui estime qu'une utilisation étendue des partenariats publics-privés, des concessions privées et des produits de la privatisation en accord avec les politiques des pouvoirs publics permettra de préserver les ressources publiques tout en contribuant au développement du secteur privé. La Côte d'Ivoire était face au Mali ce 6 juin 2018 à Abidjan dans le cadre de la manche allée du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Les Ivoiriennes et les Maliennes se sont séparées sur un score de parité 2-2 et devront se départager le 10 juin 2018 à Bamako pour l'obtention de la qualification. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan.
La Côte d'Ivoire et le Mali se neutralisent 2 buts partout à Abidjan, mercredi 6 juin 2018. C'était lors de la phase allée du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Ce sont les Maliennes qui ouvrent rapidement le score à la 9e minute. Les Ivoiriennes égalisent par la suite à la 37e. Un but de chaque côté à la pause. Scénario identique au retour des vestiaires, car les visiteuses corsent l'addition à la 46e. Et les éléphantes n'arrachent le nul 2-2 que dans le temps additionnel. Dans le foot, il y a 3 résultats. Il y a la défaite, il y a le nul et puis il y a la victoire. Voilà, à défaut d'une défaite, parce que là, je dirais, nous sommes revenus à 2-2. C'est déjà un bon résultat. On a pu tenir, on a vraiment pu tenir. Et voilà, 2-2, on ne crache pas dessus. La manche retour se disputera le 10 juin 2018 à Bamako. Une rencontre à enjeu majeur car l'une des 2 équipes devra obtenir son ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. On retourne à Bamako. Si les filles parviennent à mieux récupérer, et je pense que la qualification sera atteinte à Bamako, Inch'Allah. La majorité de la qualification de la Côte d'Ivoire aux phases finales d'une CAN, ça s'est toujours passé difficilement. Nous n'avons rien obtenu aussi facilement. Et là où il n'y a plus d'espoir, c'est là où Dieu fait grâce. Et je suis convaincu, j'ai cette foi-là, que la Côte d'Ivoire va se qualifier. En rappel, le Mali et la Côte d'Ivoire étaient absents à la précédente Coupe d'Afrique des Nations féminines de football en 2016 au Cameroun. L'édition prochaine, la 13e, se jouera au Ghana du 17 novembre au 1er décembre 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.